Bonjour, c'est Canal Presse, heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Restez scotchés. Tout de suite et maintenant, on va démarrer avec un sommaire développé et détaillé comme tous les dimanches d'ailleurs, avec Ghislain Pierre Ressono. Géopolitique, retour de Paul Biya sur la scène internationale. À cette rencontre de Lyon en France, il a été annoncé une contribution de 3 milliards de francs CFA, contribution du Cameroun pour tuer le paludisme, le sida et la tuberculose. À l'occasion, on a vu des scènes autour de l'audience présidentielle. Une audience de 45 minutes et en diplomatie, c'est un signifie grand sérieux. Audience de laquelle rien n'a filtré pour rester politiquement correct. De quoi faire signifier un satisfecit à l'opinion triomphaliste qui se joue de l'humiliation qu'a donc subi la base, la brigade anti-Sardinard, ainsi anéantie par la police française. On peut aussi ajouter que les services secrets camerounais ont usé des méthodes plus sophistiquées qui ont conduit à rudoyer la dite base, la brigade anti-Sardinard. C'est au milieu de tout cela qu'une opinion centriste, on a dit milieu, met la France au banc des accusés pour avoir, entre guillemets, légitimé Paul Biya au lendemain du 7 octobre 2018. Au lendemain aussi du GDN, le grand dialogue national dans la suite ne doit pas pouvoir exclure l'idée de certaines mesures et décisions courageuses. Un gouvernement de large ouverture, la libération à leur tour de quelques prisonniers de l'opération Épervier, de toutes les manières, on peut envisager des mois à venir comme ceux d'action. Enfin, il s'agit de prendre à contre-pied ceux qui auraient ourdi un plan contre le Cameroun. Précisons qu'en marge du GDN, le grand dialogue national, un certain pays poursuit sa médiation qui aurait pu être utilisée comme une bouée de sauvetage pour justifier tout et rien. Essayons de voir clair et convenons que Paul Biya a de nouveau les clés en main. Avant le GDN, il devait tout à tout le monde. Après, il a manifestement tout remboursé, consacrant ainsi, disaient certains, la reprise en main de l'action, des décisions et de la suite. La suite pourrait d'ailleurs être la convocation du corps électoral pour les élections locales. Même si l'autre question d'urgence persiste, à savoir, avant ces élections, va-t-on toiletter le code électoral? Va-t-on réviser la loi fondamentale, j'ai nommé la Constitution? Saint-Mélima, cité en crise. Aussi inattendu qu'inhabituel, la ville a traversé une tranche de violence, on dira intertribale. Pas besoin de revenir sur les origines, le fait étant qu'il y a eu mort d'homme, suffisant pour questionner une telle résurgence des actes auxquels on n'est pas habitué venant d'ici. La haine tribale, comme on en a vécu hier à Obala, avec ces cas d'infidélité qui avaient frôlé le pire. Dans un cas comme dans l'autre, il y a à voir comme des plaies béantes liées à l'insatisfaction des urgences sociales. Il y a à voir que des replis identitaires peuvent être exacerbés au plan culturel et au plan politique à la lisière de combats violents. En contexte, il s'agit du banditisme urbain qui fait l'objet d'une récupération. Le glissement montre que les limites ont été très vite franchies après la libération de Maurice Kamto. Attention au clivage ethnique, ici c'est le Cameroun, à l'image de cet enfant originaire de l'océan, scolarisé en Gaoundéré, amoureux de la culture Sawa et époux de l'Ouest. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radiovision Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre Ressono, bon appétit à ceux qui sont d'ores et déjà à table. On accueille les panélistes qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau. On commence par Hervé Emmanuel Com. Hervé, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Alors on vous accueille, vous avez suivi le sommaire de Ghislain Pierre Ressono qui faisait allusion à la visite du président Paul Biya du côté de la France, à Lyon plus précisément. Et on a assisté à un premier face-à-face Macron-Biya. Que peut-on retenir? Ou alors, quelle analyse faites-vous de cet entretien, de cet état? Ben écoutez, le caractère, le succès de cette visite démontre tout simplement que le Cameroun est un pays majeur, qu'il a un rôle majeur dans la diplomatie de la France en Afrique. Et puis, ben, ça a participé à un sommet d'une très grande importance en raison de sujets à l'ordre du jour, les grandes pandémies que nous connaissons ici. Alors, quant
au rendez-vous Macron-Paul Biya, c'est dans le rituel des grandes visites. Et puis, ce sont ceux qui disaient que le président ne sort plus, qui ont à avoir un problème. Moi, je me réjouis de la beauté de ces visites. Et puis, le président est revenu à Yaoundé hier. C'est très bien comme ça. Donc maintenant, le rythme va s'accélérer. Et Cameroun is back. D'ailleurs, on n'est jamais sorti du jeu. Mais il y a autour de ce sommet des choses qui m'ont intéressé, mais bon, ça on a Lesquelles? Mais par exemple, le fait que tous les antipatriotes, tous les antinationaux aient retrouvé, ils ont le retour de ce qu'ils ont sémé. Et maintenant, ça va être comme ça. Personne n'a le monopole de la violence. Et puis, nous, jusqu'à présent, on s'était interdit de nous attaquer, surtout à l'étranger, à nos compatriotes. Mais nous ne laisserons plus qu'on manque de respect à notre président, qu'on trouble la visibilité, l'image de Cameroun à l'étranger. Nous agirons comme tel. Et je voudrais rectifier quelque chose. La police française est peut-être venue pour se séparer, mais ce sont les militants du RDPC et les Camerounais compatriotes qui en ont assez des spectacles que certains nous offraient. C'est terminé. Merci Hervé Emmanuel. Comme j'accueille le vice-président de l'UDC, Sambaka, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs et aux panélistes. On reste toujours avec cette actualité du côté de Lyon, avec l'affrontement entre, on va dire, les Camerounais et les autres Camerounais, ceux communément appelés du côté de la diaspora la BAS, la brigade anti-Sardinard. On a appris cette semaine un mot nouveau, une gifle patriotique. Vous avez aussi appris cela? Vous savez, ça, ce sont des agitations. Nous sommes en politique, nous sommes au moment de la politique en ce moment, après le grand dialogue. Et vous ne pouvez pas demander aux activistes de comprendre ce qui se passe. Parce que vous savez, il y a un moment pour les activistes, il y a un moment pour la politique. Quand on commence avec la politique, les activistes se taisent. Et puis la politique, c'est plus compliqué que ce qu'ils font. Ils attendent que les acteurs politiques agissent. Sinon, ils mettent du désordre. Est-ce qu'ils comprennent que la politique, c'est un métier? C'est ça le problème. Oui. Deuxièmement, il faut savoir Okay. que quand un chef d'État va à une visite officielle, c'est absolument différent d'une visite privée. Et qu'à ce titre-là, on devrait le laisser faire sa visite officielle tranquillement. Mais j'ai comme l'impression que la base des activistes, et je doute fort qu'il y ait des politiques parmi eux. Parce que s'il y avait des politiques parmi eux, ils devraient savoir qu'on ne pose pas de tels actes à des moments comme ceux-là. Le chef de l'État camerounais, c'est-à-dire leur chef d'État, celui qui représente les institutions, va rencontrer un chef d'État. Donc à ce titre-là, pour le respect qu'eux-mêmes ont pour leur pays, ils ne devraient pas agir. Ce qui est différent de quand ils agissent avant. Ce n'est pas la même chose. Il faut donc que C'est-à-dire qu'il faut faire le distinguo entre une visite privée et une visite officielle. Et ça manque terriblement au Cameroun. Parce qu'on mélange tout. Les activistes ont leur temps. Les politiques ont le leur. Et quand on fait de la politique, ce n'est pas avec de l'agitation. Il faut le savoir. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire, sans se tromper, qu'il ne pouvait pas être autrement. Il ne pouvait pas être autrement parce que quand vous voyez quelqu'un se lever et gifler, quand on appelle gifle patriotique, non. Il s'agit de quelqu'un qui fait partie du cercle, n'est-ce pas, du pouvoir au Cameroun, qui va gifler quelqu'un qui vient déranger. Ça peut se comprendre parce qu'il est identifié comme quelqu'un de la sécurité au Cameroun. Ah non. Ah, je vous dis, Non. il est identifié. Alors, si tel n'est pas le cas, Il habite la France. Il n'est alors au si Cameroun, tel, il n'a si pas tel de n'est la pas le loi cas, du président. Faut si que- tel n'est pas le cas, il s'est très très mal comporté. Ah ben ça c'est personnel, mais bon. Il s'est très très mal comporté. Mais il faut avouer que la police française était là pour... Mais le chef de l'État est en visite en France. Ça veut dire que la police française a la responsabilité de le protéger. Je crois que c'est la moindre des choses.
les activistes devraient savoir et chercher un angle d'attaque ailleurs. Mais, comme nous sortons du grand dialogue et que nous attendons beaucoup de ce grand dialogue, je crois que les activistes gagneraient, n'est-ce pas, à laisser les politiques sur le champ de la politique travailler. Merci Sam Baka, troisième invité sur ce plateau, le premier secrétaire du PURS, qui par ailleurs était candidat à la dernière élection présidentielle. Serge Espoir Matomba, bonjour, bienvenue. Bonjour. On vous accueille toujours avec cette actualité, la visite du chef de l'État du côté de Lyon, l'affrontement entre la Basse et d'autres compatriotes. Vous savez, j'ai toujours clamé haut et fort à qui veut l'entendre que je fais partie de ces Camerounais qui ont un souci majeur, celui de la construction de la nation camerounaise et celui du bien-être des Camerounais. Et lorsque je le dis, on doit aussi savoir que la construction d'une nation passe par l'image de cette nation-là, l'image du pays. Et vous savez, nous sommes appelés d'une façon ou d'une autre à collaborer avec tous les pays du monde, ou alors presque tous les pays du monde. Mais l'image que ces pays retiendront de nous, n'est-ce pas, va conditionner la collaboration qu'ils feront avec nous. Aujourd'hui, par exemple, on a notre cotation en termes sur le plan économique n'est pas appréciable. Les opérateurs économiques ne viennent pas parce que l'image que nous avons présentée du Cameroun, tant sur le plan de la corruption comme sur tous les autres aspects, et encore plus grave, ce qui se passe depuis un certain temps dans notre diaspora, n'est-ce pas, fait peur et fait craindre les investisseurs et fait craindre tous ceux-là qui veulent collaborer normalement avec le Cameroun. Je le dis encore, même si les lois sont mauvaises, nous sommes appelés d'abord à les respecter. Il y a des voies et moyens que nous avons pour changer ce qui ne va pas. Nous avons le Parlement, nous avons les élections, nous avons autant de choses qui nous permettent, n'est-ce pas, d'aller vers une transition. Maintenant, lorsque nous préférons, nous décidons d'afficher nous-mêmes sur le plan international une très mauvaise image du Cameroun, il faudrait que nous puissions retenir une chose. M. Biya est en train de partir et il va d'ailleurs partir. Nous allons le remplacer. Mais combien de temps prendrons-nous pour nettoyer ce que nous-mêmes nous avons créé? C'est-à-dire cette image que nous avons présentée du Cameroun. Parce que même après 10 ans, des gens vous diront, non, votre pays est... Il y aura beaucoup d'hésitations. Je voudrais dire que nous devons être conséquents dans ce que nous faisons. Le chef de l'État, dans un voyage officiel, a le droit et a le devoir d'être, n'est-ce pas, entouré même des Camerounais, même les plus hostiles à sa politique. Je dis bien, même les plus hostiles. Nous ne partageons pas ce qui est fait aujourd'hui dans notre pays. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes en politique, pour apporter notre contribution et apporter ce que nous espérons être le mieux pour le Cameroun. Et vous m'avez vu à l'élection présidentielle, c'est parce que j'ambitionne de remplacer M. Biya, parce que j'estime que ce qu'il fait pour le Cameroun n'est pas suffisant. On peut faire mieux. C'est ce que j'estime. Et nous avons donc construit tout un projet autour. Donc il est important que chaque Camerounais se dise, les actes que nous posons aujourd'hui, demain, vont soit nous rattraper de façon individuellement, soit rattraper le Cameroun, parce qu'il s'agit du Cameroun. Et soyons donc conséquents avec tout ce que nous faisons. Merci Espoir Matomba. J'accueille le quatrième invité qui est l'ex-bâtonnier, Maître Charles Tchonga. Bonjour, bienvenue. Bonjour M. Wenbouba, je dis bonjour à mes copanélistes que vous avez déjà présentés et à vos millions de téléspectateurs. Alors on reste sur cette actualité phare du côté de Lyon avec le tête-à-tête au sommaire entre le président de la République Paul Biya et le président de la République française Macron. Et souvent on a coutume de dire que depuis que Macron est là, il n'a pas accordé une attention particulière au chef d'État camerounais. C'est fait cette fois-ci. Est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est des relations entre Paris et Yaoundé qui sont sur des rails désormais? D'abord, je voulais dire qu'il faut arrêter de voir la politique camerounaise à l'aune, n'est-ce pas, du rythme de la politique en France. Les agendas des deux chefs d'État n'ont pas concordé jusqu'à aujourd'hui. Cette fois-ci, ces deux agendas ont concordé. Le président camerounais a rencontré son homologue français. Je veux d'abord le voir comme une relation bilatérale. Deuxièmement, il faut dire que sortant du grand dialogue,
cette visite à Lyon sonne comme une sorte de victoire diplomatique pour le Cameroun. Et enfin, je prends note de ce que le Cameroun a contribué, plus les 14 milliards d'euros attendus, le Cameroun a contribué pour 3 milliards de francs CFA. Et j'espère, parce que les Camerounais doivent savoir, qu'il s'agit d'un fonds, n'est-ce pas, de Nations Unies, chargé, n'est-ce pas, de financer la lutte contre le sida, la tuberculose, n'est-ce pas, et le paludisme. J'espère que maintenant en interne, le Cameroun, et je fais un clin d'œil au ministre des Finances, va verser ces fonds de contrepartie pour que les Camerounais puissent bénéficier de ces financements. Parce qu'il y a un mécanisme pour, n'est-ce pas, être éligible à ces fonds-là. Il ne faut pas seulement qu'on ait versé 3 milliards dans la caisse commune et que nos fonds de contrepartie qui nous permettent d'accéder au financement de ce fonds ne soient pas versés. Et j'ai bon espoir pour les milliers de Camerounais qui souffrent à la fois de ces 3 pandémies, puissent accéder, n'est-ce pas, à ce fonds. Il vous souvient qu'il y a quelques années, il y a eu un grand scandale dans le financement, n'est-ce pas, des mécanismes de protection, de lutte contre le paludisme, n'est-ce pas. Ces fonds ont été détournés par un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont toujours attendues devant les juridictions. Et il faut espérer que la gestion des contreparties que le Cameroun recevra, n'est-ce pas, de ces fonds va aller justement pour combattre ces pandémies. Donc j'indique que c'est une excellente chose que le président de la République ait été invité à cette rencontre. C'est aussi une excellente chose, c'est un grand signal que juste après cette visite, il soit revenu au pays parce que des grands dossiers l'attendent et nous espérons que dans les jours et les semaines qui viennent, n'est-ce pas, l'activité réglementaire et législative camerounaise va s'accélérer pour que les Camerounais voient à quoi aura servi le grand dialogue. On attend beaucoup de cette grande messe et je pense que le fait que le président soit rentré immédiatement est un signal fort de ce qu'il n'entend pas perdre de temps pour implémenter les résolutions du grand dialogue. Dernière grande actualité sur le plan national, vaste mouvement dans la préfectorale. Constat, certains préfets atteints par la limite d'âge ont eu une prorogation de leur bail à la tête des préfectures. Comment peut-on comprendre cela, Hervé Emmanuel Combe? N'y a-t-il plus d'administrateurs civils compétents au Cameroun pour assurer la relève, pour qu'on en vienne à proroger les mandats des préfets qui sont atteints par la limite d'âge? La loi, c'est la loi. Bon, mais moi, je vous donne mon sentiment personnel. Je trouve que la barre de 55 ans est trop tôt, trop basse, parce que ces administrateurs sont formés et puis ils ont l'expérience à partir d'un certain âge. Et vu ce que nous avons vécu, que nous vivons, on a besoin d'administrateurs d'expérience. Et donc, pour moi, le fait qu'ils soient prolongés dans leur activité n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, en France, maintenant, ça a dépassé 67 ans. On s'oriente vers 70 ans. Et je trouve qu'on les envoie très tôt, trop tôt, à la retraite. Deuxième chose... Mais il faut changer dans ce cas les textes, parce que c'est la loi. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais la loi, c'est la loi. Et puis, il faut l'appliquer. C'est la loi qui donne aussi au président de la République le pouvoir de proroger. Le président peut aussi changer la loi aussi. On est dans la loi. Il peut changer la loi pour rester légaliste. Non. Si vous voulez, le statut de la fonction publique peut être modifié. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut plus que ça soit individuel. Si on pense, et je vais vous donner la deuxième explication, qu'on a besoin d'administrateurs, et c'est le cas, je crois qu'il faut, comme on a pris des dispositions concernant la police, allonger les carrières. Donc que ça soit global et impersonnel. Maintenant, vous avez vécu, comme moi, le fait qu'on ait coupé le ministère de l'administration territoriale en deux, avec un ministère de la décentralisation. Un bon stock de hauts fonctionnaires de la territoriale a migré dans la décentralisation. Et je peux vous dire quelque chose, je fais un clin d'œil à certains de mes amis qui y sont. Plusieurs ne voulaient plus tellement rester dans la territoriale, c'est-à-dire la préfectorale. Donc, il y a un besoin personnel. Il faut une nouvelle vague de jeunes administrateurs, mais qui aient de l'expérience pour occuper les fonctions. Et puis, il y a une autre raison qui est politique. Le bâtonnier Charles Toungran le disait tout à l'heure, après le grand débat national, on peut estimer que le président déploie une administration qui doit s'adapter
à la nouvelle donne, c'est-à-dire la nouvelle gouvernance qui va être mise en place. Bon, là-dedans, il y a de bonnes nouvelles, d'abord parce que Douala a été récompensé, ce qui n'a pas toujours été le cas. On va parler des redistributions des cartes oui, non, mais qui ont déjà commencé au niveau de la préfectorale en attendant oui, non, le vaste mouvement. Douala a eu 3 préfets, hein, des jeunes préfets. Le plus jeune, je crois, préfet du Cameroun actuellement est parti de Douala 3e, nous, qui devient préfet à Mbéré, à Meganga. Et nous avons 2 excellents administrateurs dont on s'interrogeait depuis la dernière mutation pourquoi ils n'avaient pas pris le képi de préfet, c'est-à-dire Jean-Marc Akwambanga, qui était à Bonabéry, et puis Jean-Marie Chakui qui parle. Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais bon, on a une interrogation. Pourquoi notre excellent préfet du Ouri, Bertrand Joseph Maché, est envoyé au Oignon? Bon, là, c'est le président qui sait pourquoi il envoie mission. C'est un homme de mission. Bon, comme il n'y a pas eu une autre nouvelle, mais c'est une bonne chose. Et je dis à ceux qui vont arriver à Douala de regarder très bien les pas de ceux qui partent. Parce que la gouvernance a changé à Douala. On se parle. Nous avons une administration de proximité. Et les sous-préfets en question communiquaient beaucoup. Ils étaient en face de leurs administrés. Ils étaient au four au moulin. Ils ont été récompensés pour leur carrière, c'est bien. Mais il ne faut pas que ceux qui arrivent nous ramènent une vieille administration arrogante, distante, qui peut prendre des dispositions. Doit être très sensible. C'est-à-dire, il ne faut pas de violence, il faut que l'autorité de l'État soit inflexible, mais il faut faire très attention. Et puis nous rentrons dans un calendrier électoral qui fait qu'on a une interrogation. Bon, le préfet du Bourg qui arrive, là, Moutou était sous-préfet à Bonabéry. Vous voyez, Bonabéry porte bonheur. Hein? Bonabéry fait des gouverneurs, des préfets et tout. Et puis, on espère que tout va se passer dans le calme et qu'il n'y aura pas toutes ces brigades de casseurs qui viendront troubler l'ordre public. Merci. Bon, c'est un mouvement naturel. Merci, cher monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. On va ensemble, avec votre permission, si vous le permettez, bien sûr, qu'on essaye de feuilleter le reste de l'actualité, tel que traité avec nos confrères de la presse nationale, à travers cette revue de presse que signe Bran Kanga. Bonjour. Le Cameroun était en bonne place cette semaine en France. Le chef de l'État Paul et son épouse Chantal ont pris part à la 6e conférence du Fonds mondial. La reconstitution des ressources pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme est une urgence et les envoyés spéciaux de Cameroun Tribune rapportent qu'il faut rassembler 8 000 milliards au sorti de la collecte de fonds organisée jeudi. L'occasion faisant le larron, Paul Biya a eu un tête-à-tête de 45 minutes avec son homologue français Emmanuel Macron. Mutation de titré Lion d'or pour Biya, qui en toute convivialité a rendu compte de la tenue du grand débat au président français. Le quotidien L'Épervier s'intéresse au voyage du couple présidentiel pour dire honte à ceux qui présageaient un séjour très agité à Paul et Chantal Biya à Lyon. Les détracteurs n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Des troubles, il y en a eu à Lyon selon le Messager. Les activistes de la brigade anti-Sadina ont pris d'assaut l'hôtel où séjournait le couple présidentiel à Lyon. S'en sont suivis des affrontements violents entre les anti-Biya et la police française. Loin de la France et dans la région d'origine du président de la République, des affrontements d'un autre genre ont été enregistrés à Saint-Melima après l'assassinat d'un jeune mototaximène. Le jour a titré que le chef-lieu du Djaïlobo s'en salit car les actes de vandalisme se sont poursuivis jusqu'en fin de semaine et pour calmer la situation, forces vives et membres du gouvernement originaire du Sud se sont concertés vendredi à Saint-Melima. L'amour est contesté à Saint-Melima et la présidentielle est remise en question à Yaoundé. Kalara dit qu'en libérant Maurice Kamto, Paul Biya organise finalement la marche du MRC sur Yaoundé dans le cadre de la contestation des résultats de la dernière élection. Les leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont libres depuis une semaine et le quotidien Émergence refait les comptes pour constater qu'en semaine, 82 personnes étaient encore en détention et 150 autres personnes toujours poursuivies après les marches blanches du MRC. Il faut les libérer, mais aussi les terroristes économiques
Clamson Teloi Bidung, l'adjoint au maire RDPC de Yaoundé 6, exige la libération de tous ceux qui sont en prison pour avoir détourné les fonds publics. Les prisonniers de l'opération Épervier Libre participeraient à l'apaisement. Une revendication parmi tant d'autres soulevée lors du grand dialogue national. Le statut des régions à régime spécial accordé aux régions anglophones est un piège tendu à Paul Biya d'après Défi Actuel. D'autres voix s'élèvent déjà pour revendiquer le même statut dans d'autres régions du pays. Pour intégration, les régions à statut particulier constituent le cache-sexe de l'État centralisé. Les résolutions du GDN sont connues. La tribune des communautés revient sur les lueurs et les leurs du rendez-vous de Yaoundé. Des leurs, il y en a eu en République centrafricaine avec le 5e contingent de la MINUSCA. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betia Somo, a annoncé des sanctions contre les responsables qui auraient mal géré les primes des éléments déployés en RCA. Message relayé par Essingang qui a suivi la cérémonie de remise de flambeaux à la base aérienne 101 de Yaoundé. Des promesses, il y en a par contre au port autonome de Douala. Le financier d'Afrique annonce la disponibilité de 80 postes à pouvoir au port autonome. Des emplois disponibles pour matelots, opérateurs, ingénieurs, comptables, électriciens et hôteliers pour accroître les capacités opérationnelles du port autonome de Douala. Bon dimanche et à dimanche. Merci Brand Kamga. On embraye maintenant avec la première thématique consacrée à ce débat, le grand dialogue national. Ça fait une semaine déjà que les résolutions ont été rendues publiques, recommandations donc transmises au président de la République, son Excellence Paul Biya. Je commence par vous, Monsieur le bâtonnier. Qu'en est-il des recommandations faites au président de la République une semaine après? Je pense que ce qui est important, c'est pas la question de savoir où en sont les recommandations. Il faut que les Camerounais sachent qu'est-ce qui a été décidé à Yaoundé. Voyez-vous, il s'agit de l'épilogue d'une crise que nous vivons depuis plus de 4 ans dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, accompagnées d'autres crises que nous connaissons en permanence dans le nord et l'est de notre pays. Que demandait-il? Parce qu'en fin de compte, tout le monde en débat, mais personne ne sait exactement ce qu'il voulait. C'est vrai que lorsque les avocats, n'est-ce pas, ont fait grève en 2016, on a dit qu'ils ont fait grève parce qu'ils revendiquent la traduction des actes uniformes OHADA en anglais. Il ne s'agissait pas du tout de cela. Ce qu'ils demandaient, c'est le retour à ce que moi j'appelle à la règle de 1960. C'est-à-dire, nous avons ce conflit historique que nous devons régler avec nos compatriotes anglophones. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient que l'on respectât, n'est-ce pas, la spécificité anglo-saxonne de leur pratique juridique et judiciaire. C'est-à-dire la common law. Mais bon, nous, comme les francophones, on veut toujours rien comprendre. On a dit, c'est pas grave, on va traduire tout en anglais et ce sera la common law. Non, on ne peut pas harmoniser la common law. On n'harmonise pas la civil law. Vous savez, aux États-Unis, il y a un État qui s'appelle la Louisiane qui pratique la civil law. Mais ce n'est pas parce qu'on a traduit le code civil en anglais qu'on est en common law. Donc il fallait régler cette question, faire comprendre aux acteurs politiques quel était le fond du débat. Parce que cette politique d'assimilation en marche forcée que le droit civil a imposé au droit anglo-saxon a abouti jusqu'à l'installation de tribunaux administratifs dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un juge administratif. En common law, ils ont un seul juge qui juge tout le monde. Le citoyen, le fonctionnaire et le politique. Ils sont tous justiciables du juge en common law. C'est ce qu'ils souhaitaient. On a fait des réformes allant dans le sens de la réparation en créant, en nommant un haut magistrat de très bonne qualité d'ailleurs, président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême. On a créé une section anglophone à la Cour suprême. On a créé une section anglophone à l'ENAP. Mais il ne s'agissait pas de cela. C'est qu'il faut garder, n'est-ce pas, le bijuridisme traditionnel de notre pays, qui est une richesse, d'un côté, la common law, d'autre côté, la civil law. Et voir maintenant dans les nouveaux droits, s'il n'y a pas des règles, des nouveaux droits harmonisables, parce qu'il y a des domaines où on peut faire l'harmonisation. Mais il faut que la branche fondamentale des deux systèmes demeure. C'est la même chose, puisqu'après les avocats, ce furent les enseignants. Même revendication.
sous système d'enseignement anglophone. Et si vous avez regardé les migrations qu'a provoqué cette crise, on s'est rendu compte que beaucoup de cadres, beaucoup d'élites francophones scolarisaient leurs enfants dans les écoles anglophones, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors ça veut donc dire que si leur système est si bien, pourquoi nous aussi n'accepterions-nous pas que l'on transforme tous nos établissements sous le même système? C'est le débat. Et les avocats demandaient notamment, il y a une autre question qui était importante, c'est que dans le système anglo-saxon, les avocats sont en même temps notaires. Donc dans le nord-ouest et le sud-ouest, les avocats étaient en même temps notaires, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient de tous les contentieux, tout ce qui concerne le foncier, etc. Depuis des années, on dit, on va nommer les notaires là-bas. On va nommer les notaires là-bas, et ici ils sont opposés. On est allé jusqu'à nommer 2 notaires là-bas, et finalement, ces notaires n'ont pas pu s'installer parce que les avocats l'ont physiquement empêché de s'installer. Finalement, c'était une revendication importante. Et dans le débat, parce que c'est dans la commission dans laquelle j'étais, dans le débat qui a eu lieu, on a posé une question qui a effrayé la chambre des notaires. Et bon, comme le notariat marche très bien là-bas, parce qu'on ne connaît pas à ce jour un contentieux sur les actes notariés posés par les avocats dans le nord-ouest et le sud-ouest qui ait fait l'objet de poursuites. Par contre, si vous regardez le nombre de poursuites dont font l'objet les notaires, ce côté-ci, ça fait peur. Donc on s'est dit, comme ça marche très bien là-bas, ben écoutez, tous les notaires vont devenir avocats, comme ça la question est réglée. La réponse a été non. Finalement, le consensus est arrivé sur le fait qu'il faille maintenir, n'est-ce pas, cette problématique. Maintenant, deuxième chose qui a alimenté cette crise, c'est que les anglophones nous reprochaient de centraliser excessivement l'administration. Notre système jacobin, que Napoléon créa avec sa préfectorale, fait en sorte que les compétences ont été systématiquement transférées vers l'autorité centrale. Or, ce qu'ils souhaitaient, c'est que l'on rapprochât l'administration de l'administré. D'où leur proposition. D'un côté, vous avez eu les partisans du fédéralisme. De l'autre côté, vous avez eu les partisans de la décentralisation. C'était comme du fétichisme. Alors qu'en réalité, il est possible dans la Constitution actuelle de trouver la question à plus d'autonomie, je dis pour l'ensemble des régions au Cameroun. Je veux revenir à vous tout à l'heure. Vous étiez là au fond de la crise qui nous a conduit dans la crise du Nord-Ouest et du Sud. Pour les résolutions, on en revient moi, je tout ne à me fais l'heure. aucun souci, elles sont appliquées. On en reviendra tout à l'heure sur les résolutions, mais je veux quand même qu'on essaye de toucher du doigt l'un des problèmes qui fâche, on va dire, entre guillemets, le fédéralisme. Pourquoi la question du fédéralisme dérange? La question du fédéralisme dérange parce que la décentralisation n'a jamais été appliquée au Cameroun. Pourtant, on la tient depuis 28 ans à la réunion tripartite. C'est là où on a eu la décentralisation. Alors, au lieu de nous servir une décentralisation, on nous a servi une déconcentration. Chaque terme, n'est-ce pas, a un contenu. L'administration, c'est-à-dire la préfectorale dont parlait le bâtonnier, est restée la tutelle pesante. C'est-à-dire que dans la décentralisation, le principe de la décentralisation, c'est que le préfet agit a posteriori et attaque les territoires, les responsables des territoires décentralisés à la chambre administrative. Or, nous avons gardé le système de déconcentration du pouvoir. Le pouvoir étatique est là. Le préfet, c'est lui qui agit a priori. C'est lui qui sanctionne tout avant que ça ne passe. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que les richesses du pays ne sont pas partagées. Tout est à Yaoundé. Même le peu qu'on avait commencé à envoyer à Douala, du moins, dans les communes, sont repartis. Même au niveau du délégué du gouvernement qui est nommé, tout est reparti à Yaoundé. Alors, la question fondamentale, c'est comment on va se développer avec des territoires décentralisés quand nous n'avons pas d'argent, tout est à Yaoundé. Et quand il y a le pied de la préfectorale
qui pèsent sur les élus, qui, eux, sont élus et doivent être contrôlés et sanctionnés par les populations. Vous voyez? Et ça dure depuis 1991. Et ça a entraîné ce que ça devait entraîner. C'est-à-dire des frustrations. Et ça a entraîné des révolutions, des rébellions. Il faut qu'on dise aux Camerounais que la décentralisation leur permet d'obtenir ce qu'ils recherchent. Mais comme l'administration centrale joue et continue à implémenter la déconcentration, on a l'impression que la décentralisation ne vaut rien. D'où le problème qu'il y a eu à cette commission. Et plus grave, cette commission a tellement divisé les gens que du côté du nord-ouest, on revendiquait le fédéralisme à 2 États, pendant que du côté du sud-ouest, on revendiquait le fédéralisme à 10 États. Vous comprenez? Mais à la réalité, on n'a même pas commencé à faire la décentralisation. Deuxièmement, il y a l'autre étage. Vous voyez des maires qui ont été élus. Ils sont dans le pur système de la mendicité. Comment ça? Pas de la revendication. Comment? C'est-à-dire qu'ils demandent au pouvoir central de leur donner 10%. Vous voyez ça? Ils ne pensent pas que nous sommes en pleine mutation et que les régions vont s'installer et autres. Ils demandent 10 à 15%. Ça, c'est le système de la mendicité. Non, on ne peut pas développer avec 10%. On ne peut pas lancer un vaste programme de développement de nos 360 communes pour avoir un Cameroun qui se réveille de partout en réclamant 10%, pendant que la mère patrie est à plus de 60%. Je ne demande pas 60-70%, mais au moins qu'on commence avec 30-40%. Non, il faut qu'on sache que le pays avance et qu'on change de paradigme. Aujourd'hui, on se partage le pouvoir. Il y a le pouvoir central qui contrôle tout. Mais il y a le développement local qui nécessite qu'il y ait des fonds et qu'il y ait des textes qui permettent aux gens d'évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. Hervé, Emmanuel, comme à défaut du fédéralisme, on a pris comme option la décentralisation. Donc on a appelé ça décentralisation accentuée ou accélérée, ce qui aurait accouché d'une autre recommandation qu'on a appelée régime spécial pour 2 régions. Alors, qu'est-ce qu'on met concrètement dans régime spécial? C'est quoi le contenu régime spécial? Bon, c'est une proposition qui a été faite par le ministre d'État Edouard Akamem-Foumou. Mais je pense que la vraie question qui devait ressortir, qui ressort du grand débat national, c'est un constat qui a été fait au fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Napoléon a dit on gouverne de loin, on peut gouverner de loin, à distance, mais on doit administrer de près. C'est-à-dire que le problème que nous avons maintenant, c'est que l'État hyper centralisé a montré ses limites. Et si on résume ce que disent les uns les autres, en réalité, les débats sur le fédéralisme, les régions à statut spécial renforcé et tout ça, il faut ramener ça en français facile à une simplicité. Au XXIe siècle, quelle est la bonne administration de la chose publique? Et la bonne administration de la chose publique, c'est l'autonomie des régions, des entités locales, et une large des prérogatives en matière de défense, de diplomatie, qui restent au niveau central. Donc, en réalité, le débat sur le fédéralisme est un débat éculé. Je m'excuse du mot. C'est un rétropédalage institutionnel qui ne s'explique pas. Et certains gens se cachent derrière cela, soit pour simplement viser la sécession, soit pour des raisons de tactique politicienne, pour dire que comme ils n'ont pas pu réussir à conquérir le pouvoir à Itoudi, ils pourraient devenir des chefs locaux.
Mais la question qui concerne l'avenir de l'État du Cameroun, la mise à jour de notre gouvernance doit se ramener à gouverner, c'est-à-dire avec des fonctions internationales de souveraineté, mais administrer de près. Et ça veut donc dire que le régime spécial, c'est un point de vue personnel, n'a pas de place. C'est une forme de ségrégation, d'inégalité qui ne s'expliquerait pas. Parce que si vous voulez éteindre les demandes qui sont faites dans le nord-ouest et sud-ouest par un régime spécial, vous devez continuer à Douala, à Yaoundé, dans d'autres régions, pour des questions précises qui nécessitent peut-être qu'il y ait une forme de discrimination positive. Ce serait ça, au bas mot, discrimination positive. Donc, je pense que quand le président donnera les réponses à ce grand de dialogue, qui est un très grand événement, il faudra qu'on s'oriente vers des choses qui ne soient pas des solutions d'aujourd'hui, mais qui vont être le terrier des problèmes de demain. Donc il faut avoir une réponse globale qui, pour moi, est une bonne régionalisation, mais une régionalisation qui respecte l'histoire, la sociologie, l'anthropologie. J'espère qu'on arrivera là-dessus. Parce qu'il y a un débat. Il y a un débat actuel qui consiste, dès que vous dites que la représentation politique doit préserver l'existence de certaines communautés, on vous taxe de tribalistes. Moi, je n'ai pas peur d'aborder ce débat parce que la science politique moderne définit la démocratie comme le respect des droits des minorités et leur protection. Ce n'est pas la dictature de la majorité du nombre. Donc, quand on rentre dans le détail, on verra que ce statut spécial, il faudra l'appliquer partout. Alors, Serge Espoir Batomba, justement, la question, si on doit donner ce statut spécial à 2 régions, est-ce que ça n'ouvre pas une porte aux autres revendications également? Je dirais, M. Gomna, que la forme de l'État ici devrait moins préoccuper les Camerounais, parce que ce que vous devez retenir, c'est que les Camerounais ont besoin d'eau. Ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin de se soigner, ils ont besoin de manger. Ils veulent savoir que quand ils vont au marché, ils ne vont pas acheter la tomate à 100 francs. Ils veulent savoir qu'ils ne paieront pas le prix du loyer parce qu'un bailleur a décidé de mettre, n'est-ce pas, de taxer sa maison ou alors d'avoir pour prix de location 100 000 au lieu de 20 000 francs. Ils veulent savoir que, en fait, c'est tout le fond du débat. Parce que lorsqu'on nous ramène sur les formes, on peut bien attribuer au Cameroun, on peut même modifier la forme de l'État et lui attribuer le fédéralisme comme forme ou même la décentralisation qui ne parvient pas à s'appliquer depuis 1996. Et après, si le commun des Camerounais, sa condition ne change pas, qu'est-ce que nous aurons fait? En réalité, ce que nous devons dire, c'est que nous devons réussir, n'est-ce pas, à rendre nos régions, nos arrondissements, nos autonomes. C'est en fait là le cœur du débat. Pour moi, c'est le cœur du débat. Maintenant, il ne faudrait pas perdre de vue, et ça j'ai bien écouté Maître parler tout à l'heure, et j'ai bien eu l'envie de lui reposer la question, sauf que je ne suis pas, je ne vais pas prendre votre rôle, monsieur Gomna. À moi. Voilà. Je voulais dire que pour moi, d'une façon ou d'une autre, je suis allé au grand dialogue. Il est clair qu'il y a l'urgence, la paix. L'urgence, l'apaisement. L'urgence, c'est de voir les familles qui se sont déplacées retourner chez elles. L'urgence, c'est de voir les enfants repartir à l'école. L'urgence, c'est de reprendre le train de vie quotidien que nous avons connu. Ça, c'est l'urgence pour le moment. Mais il ne faudrait pas perdre de vue que le problème que nous allons résoudre aujourd'hui, s'il est mal résolu, il reviendra dans 10 ou 20 ans. Parce que si on apporte des solutions cosmétiques à un problème réel, parce qu'en suivant Maître tout à l'heure, il a dit on a mal compris, pas nous tous certainement, certaines personnes ont mal compris ce qui se passe et ce que les avocats réclamaient. J'ai eu envie de poser la question à Maître. Vous avez été bâtonnier, ça veut dire que vous avez maîtrisé, ou tout au moins, cette institution-là. Comment est-ce que nous avons des brillants intellectuels comme vous et vous n'avez pas pensé à un droit camerounais?
pour le Cameroun, l'ensemble des Camerounais. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'entretenir, n'est-ce pas, ce bijuridisme qui existe dans notre système judiciaire. Parce qu'il faut bien dire, oui, de leur côté, ils réclament ceci, mais le Cameroun n'a pas commencé en 1919. Je vous réponds tout de suite. Non, non, mais permettez-moi, je ne vous pose... Vous m'interpellez, je vous réponds tout de suite. Permettez-moi de poursuivre. Je vous donne la parole. Lorsqu'on décide d'entretenir cela, ça veut dire qu'on continue à maintenir ce que nous appelons, entre parenthèses, avantage, qui en réalité n'est pas un avantage pour nous. Nous sommes appelés à être ouverts au monde, nous sommes appelés à comprendre comment les différents systèmes judiciaires fonctionnent, mais nous sommes appelés à nous diriger de par notre propre système qui est défini par nous. Il en va de même dans le système éducatif. Vous voyez, j'ai été dans la commission chargée de l'éducation. Là encore, on a décidé de maintenir les deux sous-systèmes. Mais plus grave, c'est que quand on va dans le constat réel des faits présentement, le sous-système francophone est phagocyté par le sous-système anglophone. Ça, on ne le dit pas assez et les gens ne le savent pas. Mais on a décidé de maintenir les deux sous-systèmes, chacune d'elles avec ses spécificités. Monsieur Bouba, nous sommes en train de vouloir construire un Cameroun. Moi, j'ai eu 40 ans il y a quelques jours. Dans quelques années, quand je regarde mes enfants grandir ou je regarde l'avenir des Camerounais, je me dis, nous devons commencer à réfléchir sur un Cameroun qui a 100-200 millions d'habitants. Et pour cela, je ne peux plus me permettre aujourd'hui, à ce jour, de tenir un débat ou d'entrer dans un débat qui veut maintenir certaines choses que nous avons héritées de la colonisation. Nous devons liquider cela et avoir une véritable identité camerounaise, une identité culturelle propre à nous, avoir des règles qui sont définies par nous, qui ne sont pas copiées et appliquées, et même mal appliquées chez nous. En un mot comme en mille, il faut s'adapter aux réalités actuelles, réalités de chez nous. Maître, vous vouliez d'abord réagir par rapport à l'interpellation? Monsieur Babla, vous savez, le discours de M. Matomba, c'est vraiment le discours du politicien. Hein? Faire plaisir pour faire plaisir aux électeurs. C'est comme si... Mais il est dans son rôle. Non, mais c'est comme si vous disiez, mais pourquoi acheter une BM, pourquoi acheter une Renault alors qu'on peut aller fabriquer des patins au village? Il faut que nous fabriquions nous-mêmes nos propres voitures. Vous n'allez pas réinventer la poudre, monsieur Matomba. Vous n'allez pas réinventer les lois scientifiques. Vous confondez, si vous étiez juriste, je vous dirais que vous confondez la forme et le fond. Le fond, c'est ce dont vous parlez, c'est-à-dire les revendications au quotidien des Camerounais. C'est ça le fond. Mais vous mettez quoi? Vous mettez ça dans quoi? Voyez-vous, la question de la forme de l'État, elle n'est pas accessoire, elle est fondamentale. C'est elle qui permet de dire que je suis Camerounais. C'est elle qui permet de déterminer les frontières de mon pays. C'est elle qui permet de dire que je fais partie de la francophonie. C'est elle qui permet de dire que je fais partie du Commonwealth. Fondamentalement, de quoi il s'agit? Quand vous dites que le débat sur le fédéralisme et la décentralisation est epsilon, mais vous avez tout faux. Il faut régler cette question. Et moi, ma proposition est très simple. Elle n'est pas compliquée. Elle trouve solution dans l'actuelle constitution. Moi, qui est laquelle? Je propose que nous gardions la dorsale préfectorale en créant des préfets de région. Que nous transformions, n'est-ce pas, les conseils régionaux aujourd'hui en véritable assemblée délibérative. Et que les gouverneurs des régions soient élus. C'est la solution pour toutes les régions du Cameroun. Mais vous étiez là-bas au grand dialogue, pourquoi vous n'avez pas proposé cela? Est-ce que ça faisait partie des recommandations? Il y avait quand même une possibilité. Monsieur Bobda, Monsieur Bouba. Monsieur Bouba ou Monsieur Ngobna, si vous voulez. Ça dépend de vous. Vous savez, il y avait 8 commissions. Il y avait 8 commissions, on était répartis près de 600 dans les 8 commissions. Nous allions de commission en commission quand nous pouvions. Mais lorsque vous êtes dans une commission où la question du statut juridique du Camerounais s'oppose, il est préférable d'y rester parce que de là découle beaucoup de choses. Donc nous avons travaillé et les mots circulaient. Et les mots circulaient. Les recommandations, encore une fois, sont des recommandations. Vous avez des commissions qui ont fait des recommandations alors qu'il y avait d'autres propositions qui avaient été faites. Attendons de voir quelle va être la sanction du président de la République. C'est pour ça que le débat continue. Ceux qui pensent que le grand dialogue s'est arrêté avec la fin, n'est-ce pas, de la grande messe de Yaoundé se trompent. Il faut que dans la population, que les Camerounais continuent, n'est-ce pas, de réfléchir, continuent de faire des propositions. Moi, je voulais quand même dire une chose qui est grave, parce que là, on rentre dans le politicien. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'abordez pas. Ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest est très grave. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps
une vidéo circulée sur l'assassinat de cet agent pénitentiaire, Madame Cette dame qui a été égorgée. J'indique ici qu'il ne s'agit pas d'un combat politique. Là, nous sommes en plein terrorisme. Il va falloir que le Cameroun s'organise pour que les amis du Cameroun qualifient ceux qui entretiennent et financent ces activités d'organisation terroriste. Parce que moi, c'est la première fois que je vois une telle atrocité. Le seul exemple que nous connaissons historiquement et récemment, c'est Daesh qui faisait ça. On a classifié Daesh, n'est-ce pas, terrorisme, et on a engagé une coalition pour écraser le terrorisme. J'indique que ce qui vient de se passer là-bas, c'est très grave. Peut-être que les gens ne voient pas. Il va falloir que la communauté internationale nous dise si ce sont ça les armes de la politique. Juste un mot. Oui, juste un mot. Je voudrais juste préciser à Maître que si le Camerounais du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest, du littoral et de bien d'autres régions mange, boit, se soigne, il ne vous questionnera pas sur le fédéralisme ou la décentralisation. Il s'agit de cette question de fond. Mais il mange comment? Il mange comment lorsque les richesses sont accaparées par une religion? Il mange comment? Maintenant, les mots sur lesquels nous voulons nous appuyer si le budget est centralisé peuvent être adoptés mais vides. Fédéralisme comme décentralisation. D'ailleurs, nous sommes en pleine décentralisation. Je vous ai parlé de régionalisme. Nous sommes dans la décentralisation depuis 1997. Mais si ça avait marché, ça se serait, monsieur. Nous parlons de l'autonomie des régions. Mais oui, là-dessus, alors vous me rejoignez alors. Nous parlons de l'autonomie des régions, mais la question de fond doit être réglée. Donc, il ne s'agit pas ici d'une question qui a à voir avec la frontière ou alors les frontières du Cameroun. Okay, merci pour cette précision. Vous avez une concession de l'État qui m'inquiète énormément. Merci pour cette précision. Je voulais relancer. Dans la commission. Je vais vous donner la parole sur cette question. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Juste le temps de relancer Hervé. Je reviens à vous sur la question de la décrispation dans les régions du Nord-Ouest. Tout à l'heure, le bâtonnier parlait de cet acte odieux qu'a subi cette dame. Quel est l'acte que le chef de l'État, supplémentaire, on va dire, devra poser après la libération de 300 prisonniers, dites la crise, plus de 600, autant pour moi, la crise dite du nord-ouest et du sud-ouest. Vous savez, les terroristes sont incurables, c'est-à-dire que vous pouvez leur donner le bonjour, ils doivent vous couper la main. Ceux qui ont créé une campagne ici en faisant croire qu'il suffisait de sourire et ces messieurs-là allaient s'abonner à la paix, se sont trompés. Comment on fait pour arrêter des actes Je vais y arriver, et c'est là que je suis un peu dubitatif quant à l'approche que le bâtonnier a de cette question, en conditionnant cela par un débat qui est réglé, c'est-à-dire le fédéralisme, la forme de l'État. Ce débat est réglé. Ce débat est réglé quand on est responsable, qu'on soit politicien ou juriste, mais quand qu'on aime son pays, on sait qu'il y a des questions fondamentales qui sont réglées. Et je ne suis pas revenu au fédéralisme, je dis que c'est du fétichisme. En voulant vous agripper sur les deux, vous nous égarez dans un débat inutile pour le Cameroun. Monsieur le bâtonnier, si vous avez la direction de l'émission, je me mets à l'école. Allez-y, poursuivez. Il a juste précisé sa pensée. Il a parlé de fétichisme. Donc, il faut qu'on se dise, parce qu'il y a une confusion, et je crains que le bâtonnier qui était ne concourt à stimuler cette confusion. Le grand débat national n'était ni une constituante, ni une séance du Congrès, de l'Assemblée ou du Sénat. Ce n'était rien qu'un dialogue qu'on a organisé, grand futile, pour que les esprits s'apaisent et qu'on commence à appliquer des solutions pour qu'il n'y ait plus de troubles dans le territoire camerounais. C'est ça l'objectif. Le grand débat national n'est pas une constituante. Et qui vous a dit que c'est une constituante? Qui vous l'a indiqué? Toi, mon vieux, laisse-moi parler. Il ne s'adressait pas à vous. Il poursuivait son analyse. Tu m'interpelles. Poursuivez, s'il vous plaît. D'être interpellé. Vous êtes extraordinaire. Vous avez un sens tout à fait spécifique du dialogue. D'accord. Poursuivez, Hervé Emmanuel Combes. Je précise que ce sont des grands amis. Alors, oui, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que des situations de celles que... De barbarie. Le terrorisme et la barbarie cessent sur le territoire national. Il faut... La loi peut être, lorsqu'elle n'est plus suffisante, en la renforçant, la loi peut être un facteur de progrès démocratique et de régulation sociale. Il faut renforcer les lois sur certains comportements
qui se cachent derrière la politique, mais qui relèvent tout simplement du crime au premier degré. L'État ne peut pas se coucher devant... Il y a des gens qui sont allés à Yaoundé et qui nous suggéraient que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on supprime carrément l'armée camerounaise, qu'on supprime les tribunaux, qu'on aille soigner toutes les démangeaisons de tous les apprentis sorciers. Ce qui n'est pas possible. Non seulement ce n'est pas possible, mais le Inacceptable. président n'a même pas ce mandat. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'autorité de l'État soit renforcée, soit encore plus forte, et que nos forces de défense et de sécurité aient des capacités de combattre. Parce que tout le monde a tendu la main. Ceux qui ne veulent pas la prendre, eh bien, ils vont dégager. Alors, Sam Baka, on constate que sur le terrain, il y a toujours la violence, que ce soit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour qu'il y ait un calme? Permettez-moi de revenir un seul instant parce que Hervé Emmanuel Com est en train d'égarer les Camerounais. Sur quoi? Sur le problème de la décentralisation et le problème du fédéralisme. Nous avons une constitution qui proclame la décentralisation. Nous avons une administration qui nous sert la déconcentration. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est dans la décentralisation, on a des gouverneurs ou alors des présidents des régions élus avec des assemblées régionales. Dans la régionalisation, dans la décentralisation. Dans la décentralisation. Mon Dieu. Ben oui. C'est le processus de décentralisation jusqu'à la région. Allons-y, s'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne parle pas de préfet. Le préfet, c'est celui qui contrôle, qui vient de l'administration centrale pour vérifier que les élus ne sont pas en train de déraper. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous comprenez? Le personnel que le gouverneur utilise là aujourd'hui doit être reversé, n'est-ce pas? Pour ne pas faire double emploi à la région qui est élue ou bien au gouverneur élu. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent bien de quoi on parle. Or, nous sommes là, aujourd'hui, dans une déconcentration. Oui. C'est-à-dire que c'est le service de l'État central qui se déverse dans les régions. Vous comprenez? La décentralisation dit non. Et depuis 1991, lors de la réunion tripartite, on a arrêté cela. Maintenant, quand ils viennent nous divertir, hein, en nous présentant des lois, on dit on est en train d'accélérer la décentralisation. On n'a même pas commencé la décentralisation. Parce que la décentralisation demande qu'on soit clair sur cette affaire. Est-ce que les collectivités territoriales décentralisées ont des pouvoirs pour pouvoir fonctionner? Ou bien ils sont encore les enfants, les bébés à qui on doit donner des biberons? C'est de ça qu'il s'agit. Okay, merci. Maintenant, quand on a compris cela, oui, on comprend aisément que le fédéralisme n'est pas une option qui soit, n'est-ce pas? Et on comprend en même temps pourquoi est-ce que les populations... Non, attendez, c'est important. On comprend en même temps pourquoi les populations du Sud-Ouest demandent le fédéralisme de 10 États. En réalité, c'est la décentralisation qu'ils demandent. Vous voyez? Je suis étonné que même quand nous sommes d'accord, Sam Baka adopte un ton d'un tonus... non, parce que... Non, s'il te plaît, qui ne se justifie pas. Nous n'avons pas de position. Je suis de ceux qui disent que nous devons entrer en décentralisation. Nous ne sommes pas encore. Moi, je dirais même en régionalisation. J'ai vécu, Sam, je voudrais terminer. Parce que tu m'as coupé la parole. J'ai vécu. Et il voulait me donner 15 secondes. Vraiment une petite précision, et puis il termine avec... Voilà. Et mon voisin de droite et moi, nous avons vécu la mise en place des régions en France. Et ce que tu dis de concentration, ce sont de grands mots. Il y a une administration propre aux régions. Maintenant, il peut y avoir des administrateurs qui migrent de l'administration centrale aux régions, mais c'est deux choses différentes qui ont une nature ressemblante. Et la différence avec la déconcentration, c'est que dans la régionalisation, ce sont les élus qui dirigent. Et dans la déconcentration, ce sont les administrateurs qui relèvent de notre pouvoir qui viennent. Nous sommes d'accord, je ne vois pas en quoi je perds la population. Jusque-là, nous ne sommes pas d'accord. Ah, tu n'as jamais été d'accord avec moi? Non, jusque-là, nous ne sommes pas d'accord. Parce que si on ne cerne pas bien ce problème, on aura des problèmes à perpétuité. Et on va pas se comprendre. La région a des éléments
qui est sous sa responsabilité. L'université, par exemple, c'est pas la Non, religion. c'est national. Voilà. Donc il y a des Le choses diplôme, comme ça. hein. Il y a des choses comme ça. Il faut que les gens s'asseyent pour définir, n'est-ce pas, ces nouvelles responsabilités. Or, on nous balance des lois à l'Assemblée qui n'ont rien à voir avec la décentralisation. C'est ça le problème. Alors, maintenant, oui, allez-y. qui n'ont rien à voir avec la décentralisation. Maintenant, pour l'école, par exemple, pour terminer, n'est-ce pas, mais c'est une richesse formidable que j'ai envie de dire au président Matomba. Vous voyez, si on tente seulement de déformer cela, ça veut dire qu'on met les Camerounais dans une situation où ils ne peuvent même plus se retrouver. Parce que les gars qui partent dans le système éducatif anglophone vont dans le Commonwealth trouver ce système éducatif et ça va sans problème. Vous comprenez? Le système francophone est là, il se limite, tout le monde est en train d'abandonner le système francophone pour aller vers le système anglophone. Alors, Je dis au Cameroun ici, tous les parents, les parents envoient leurs enfants là-bas. Pourquoi? Il faut se poser cette question. Il faut se poser cette question, non, parce que vous voyez, ça fait 28 ans qu'on nous a trompés sur tout ça. Ok, vraiment, chutez sur 28 ans. Donc je termine en disant que on ne peut pas continuer, on ne peut pas aujourd'hui qu'on va se mettre à discuter sur les contenus. Les contenus sont connus, ça a été dévoyé. Revenons à la réalité, revenons à ce qui est juste, tout simplement. Deux dernières réactions sur cette question, on va aller très rapidement. Je ne suis pas l'avocat de M. Matomba, mais je crains que ça, comme à son habitude, dénature les propos de Matomba. Ce que Serge Matomba dit autour de cette table, c'est que nous devons aller vers l'invention d'un système camerounais qui prenne en compte tous ces particularismes, mais que nous avons hérité du colonialisme français facile, c'est ce qu'il a dit. On peut le faire pour Alors, autre chose, pas pour maintenant, on peut venir autour de cette table pour dire, nous, on sait comment pas on pour la réussit ça. justice. Ok, d'accord, on vous a Monsieur compris. Bouba, Mais moi, Monsieur je voulais Bouba, qu'on avance, oui, s'il je vous plaît, veux, si pour vous qu'on ne me reste permettez. pas sur cette Merci question. On n'a Hervé, plus. merci Hervé On d'avoir n'a plus restitué beaucoup de temps mes sur propos. cette Mais ce question. que je voulais Je voulais dire, quand même qu'on avance, Serge, sur les défis de l'application de ces recommandations. oui, je dirais déjà qu'il faudrait qu'on intègre le fait que la paix est un processus. La paix est un processus en construction. Donc le grand dialogue était une très bonne occasion, un début, si vous voulez, de quelque chose que chaque Camerounais devra intégrer et construire lui-même. Parce que chaque Camerounais est responsable de la situation du Cameroun. Par conséquent, chaque Camerounais est responsable de la paix au Cameroun. Donc nous devons nous mettre dans la peau de ces Camerounais qui sont fatigués de voir le sang couler. Vous savez, lorsque je revois la vidéo de Madame Aya for Florence, j'ai mal. Je me pose la question, comment sommes-nous arrivés à ce niveau? Comment sommes-nous arrivés à ce stade-là? Et là, j'ai des réponses tout de suite. Lorsque mon copaneliste Sambaka essaye de nous présenter la beauté, n'est-ce pas, de ce type de système, je voudrais bien lui questionner sur est-ce qu'il se rend compte du produit que nous sommes devenus à cause de ces systèmes que nous avons aujourd'hui de l'éducation. Parce qu'en réalité, nous allons tout dire, nous allons perdre de vue le fait que nous sommes le produit d'un système éducatif qui a été pensé et qui nous a été imposé. Maintenant, est-ce que nous avons pu cultiver quelque chose de précis? L'amour du pays, le patriotisme. Est-ce que nous avons mis nos cultures en valeur? Est-ce que dans nos valeurs culturelles, Monsieur Ngomna, nous pouvons nous permettre ce type de dérive? La réponse, c'est non. Donc, je pense qu'à ce niveau, nous devons véritablement avancer en nous disant la paix est un processus, chacun devra pouvoir participer pour la consolidation et la construction de cette paix-là et chacun doit se mettre à l'œuvre. Alors, maître, sur la question de la libération d'une centaine de militants du MRC par le chef de l'État, est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État a anticipé sur les recommandations du Grand Dialogue National? Je ne pense pas, puisque il vous souvenez qu'il y a eu 2 libérations. Moi, je reste sur le 333. cas. Je laisse les 333, avant mais je reste sur la centaine. Avant la fin du Grand Dialogue, il a libéré 333 prisonniers anglophones. Et après la clôture du Grand Dialogue, il en a libéré. Il a libéré le professeur Kamto et ses alliés. Je dis que ce sont des mesures qui font partie des demandes que nous avions formulées, tendant à décrisper l'atmosphère politique. Je pense que d'autres mesures viendront.
parce qu'il ne vous a pas échappé que ces mesures-là dépendaient d'une décision politique. Et on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de décret ou d'actes particuliers pour le faire. Nous pensons qu'il va falloir aller vers une grande loi d'amnistie pour, n'est-ce pas, apaiser, indépendamment des auteurs de crimes avérés, c'est-à-dire des crimes de sang ou de crimes économiques avérés. Nous pensons que pour tous ceux qui ont été pris dans le tourment politique, il est important que, n'est-ce pas, des mesures fortes soient prises. Je veux bien rappeler avec les limites du juriste que je suis, que je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut libérer tout le monde parce qu'ils viennent d'un coin ou d'un autre. Je pense que ceux qui ont porté atteinte à la fortune publique, n'est-ce pas, ils sont pour des raisons bien connues. Et je pense que les crimes de sang sont connus. Je crois qu'il faut aller vers une expression de la vie politique et notamment des gestes sur le code électoral, par exemple, pourraient apaiser de plus en plus le champ politique camerounais. Mais ça, ce sont des choses qui sont les conséquences logiques de ce dialogue. J'ai été heureux de noter que beaucoup de grandes élites de la diaspora, sont venus au Cameroun pour débattre. Je vais en citer quelques-uns. Eric Tchindé, Karis Béala, mon prophète Salah de Los Angeles. Donc, je vous dis que ça a été un grand moment de catharsis, où le Cameroun s'est arrêté en 5 jours pour se regarder et se parler. Je pense que si les conséquences cohérentes, logiques et rapides ne sont pas vite tirées de ce grand dialogue, la paix va prendre, n'est-ce pas, un peu d'eau. Mais j'indique, pour reprendre la quête de paix, le président Matomba, nous dire que nous sommes tous à la recherche de la paix. Mais il faut que chacun y mette du sien. Parce que lorsque j'observe aujourd'hui des actes dont le but est de singulariser un certain nombre de Camerounais, vraiment ça me fait mal au cœur. Alors, Hervé Emmanuel Com, allant toujours dans le même sens, à peine sorti de prison, le professeur Maurice Kamto demande à ses militants de se mobiliser, de rester prêts pour une éventuelle résistance. Quelle analyse vous faites de ces propos? Je voulais d'abord dire que le fait que le président ait élargi les uns les autres, ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de puissance. C'est un acte d'un homme qui a de la hauteur, qui regarde et qui met chacun devant ses responsabilités. Alors, pour répondre directement à cette question, Maurice Kamto et ses amis sont comptables de leur liberté. Parce que le pardon du président ne va pas effacer l'état de droit ou l'autorité de l'État. S'il déborde, c'est-à-dire concrètement, s'il déborde et qu'ils veulent continuer dans la défiance de l'autorité de l'État, le non-respect des règles de cette République durera cette laisse. Je le dis devant une autorité judiciaire de ce pays. Donc on ne peut pas accepter, ce n'est pas au nom de la recherche de la paix, on ne va pas mettre par terre l'état de droit ni l'autorité de l'État. Donc, quand le courage en politique, c'est de dire en face, parce que ce qui est très important, ce qui s'est passé à Yaoundé, les Camerounais se sont pas seulement parlé, ils se sont écoutés. On sait chacun maintenant, ce n'est plus dans le radio Congo-Ça, on a dit publiquement des choses et le président a agi publiquement, même pour ceux qui ne voulaient pas entendre ni écouter et empêcher aux autres d'entendre, tout le monde a entendu. Alors, pour revenir concrètement, moi, je dis, les uns les autres, la privation de liberté, ce n'est pas ce qu'on peut souhaiter à son compatriote. Mais il faut qu'ils sachent que la paix dans ce pays et notre sécurité collective, c'est le respect de la loi. La ville de Saint-Mélima était cette semaine au cœur de l'actualité. Le maître d'un fils de la localité impliquant un jeune de la communauté Bamoun a débouché à des affrontements interethniques. Un dialogue convoqué à ce sujet à la suite des casses et autres dégâts causés à l'entame de processus d'accalmie. Sauf que les jeunes natifs de cette région, notamment natifs du Noun, exerçant dans l'activité des motos taximènes, ont essuyé un rejet de leurs frères Dudia et Lobo. Certains ont vite fait de plier bagages sous une colère indescriptible. Je vous propose le reportage de la semaine d'Arnaud Gueffak à ce sujet avec Emmanuel Kweka.
Assaut matinal d'un samedi dans une station essence. Les lieux transformés en parc moto. Propriétaires des natifs du Noun, Bamoun, à leur marque pour un départ sanction de Saint-Mélima. Ça ne tient pas entre nous les Bamoun et la population de Saint-Mélima. On veut rentrer à Fumane où nous sommes chez nous. À Saint-Mélima, on n'est pas au Cameroun. S'il faut un passeport pour qu'on donne le carburant, qu'on donne le passeport. Nous sommes fatigués de ça. La Russe ici tient à la blessure laissée par le grand dialogue d'hier à la maison du parti RDPC de Saint-Mélima. Échange à cœur ouvert, mais une phrase d'élu tombée au mauvais moment. Discours compris à demi-mot. Beaucoup ont plié bagage sans attendre. Le pari de l'apaisement est phagocyté par une bulle de colère remontée et ajoutée à une série commencée mercredi 9 octobre dernier. Nous avons supporté la journée du 9, on a tout cassé. La journée du 10, le lendemain, ils sont encore redescendus pour nous casser. Et là maintenant, on a disait de répliquer que, bon, au fait, si vous voulez casser au point d'entrer dans le quartier, nous-mêmes, nous devons nous limiter là au niveau de la Famba. Parce que là, nous sommes à Akoun, le fief des Aoussa et des Bamoun. Les Bamoun sont dans l'Iga des Aoussa que dans ce cas, vous ne pouvez pas donc envahir le quartier, limitez-vous là. Ils envoient des soldats, pas pour calmer la situation, mais pour nous maintenir sur le pont de la Famba. Le temps qu'ils aient le temps de casser les boutiques des Bamoun et de piller toutes les marchandises. Le lendemain, le 11, ils ont fait une réunion au niveau de la maison du parti d'Akoun. Les Bamoun étaient invités, les Aoussa, les Bamileke, bref, toutes les populations présentes à Saint-Mélima. Mais ce qui nous a le plus énervé, c'est qu'au début de la réunion, du début jusqu'à la fin, vu qu'il y avait des coupures, les autorités de la ville, des autorités, des membres du gouvernement qui ont été envoyés, se sont exprimés en boulou. Le représentant du roi Bamoun ne pouvait donc pas saisir cette langue-là qui lui est étrangère. Il a dit dans ce cas, il ne trouvait pas l'utilité d'être là. Et il y a eu une résolution finale qui vient dire laisser les enfants de la maison faire la moto. On a demandé que voudrait dire laisser les enfants de la maison faire la moto. Ils ont dit laisser les enfants de la maison faire la moto voudrait dire que seuls les boulous doivent faire la moto à Saint-Mélima. Appréhension peut être trop biaisée. Saint-Mélima se veut ville et assume son caractère cosmopolite. En ville, on ne parle pas d'autochtones et d'allogènes. Ça n'existe pas. Parce qu'en ville, c'est le cosmopolitisme. Hein? C'est le vivre ensemble. Les gens viennent de partout. Les gens qui naissent ici et ceux qui y vivent sont tous des citoyens de Saint-Mélima. Ceux des citadins distingués du fait qu'ils soient nés ici poussent leur graine d'hospitalité. Vous avez remarqué qu'un monsieur du Nord s'exprimait correctement en boulou parce qu'il en a passé plus de 60 ans ici. Cela témoigne aussi de ce que s'il a pu passer 60 ans sans qu'il ne soit gêné, ça veut dire que les Dialobiens accueillent favorablement tout ce qui arrive. Je vous ai parlé tantôt du carrefour Fongan, qui était un carrefour, qui est même d'ailleurs un carrefour mythique. On a baptisé. En fait, le Fongan en question, c'est un homme de l'Ouest. Ce fut un homme de l'Ouest qui était spécialisé à préparer du haricot beignet. Et c'est comme ça que nous avons été tous élevés dans ce haricot et beignet. Je vous dis qu'il y a parmi nous des ministres qui peuvent en témoigner. Chacun à la chasse de la paix, devenu sésame ici. Population, autorité et élite, armée de verbes. J'ai reçu les différentes communautés, la communauté Bamoun, la communauté Bamileke, la communauté qu'on appelle chez nous ici à Roussa, la communauté anglophone, etc., pour rappeler que tout ce monde est chez lui ici, à Saint-Mélima. Il y en a qui y sont avant même que je ne sois né, donc ils sont chez eux et j'ai eu à leur dire avec force. La ville vit et retrouve peu à peu le calme. Toutes les rues et ruelles, dans les radars des éléments en charge de la sécurité, certaines importées des métropoles. La violence, elle, est d'hier désormais. Merci Arnaud Ngefak pour ce reportage qui nous édifie davantage sur ce qui s'est passé du côté de Saint-Mélima. Je pose la question à vous en premier. Quelle lecture faites-vous des émeutes de Saint-Mélima? Je crois que ça rentre dans l'air du temps. Pour un oui, pour un non, n'est-ce pas, on est capable, n'est-ce pas, de faire ressortir ces instincts les plus bas. Lorsque l'État a tendance à être privatisé, ça donne ça. Vous comprenez?
Lorsque l'État n'est pas dans sa dorsale, dans son autorité, dans ses pouvoirs et dans son expression, ça donne ça. Vous voyez, il a fallu que les élites du coin partent de partout, notamment de Yaoundé, pour venir calmer les uns et les autres. Alors que c'est une question qui aurait dû être réglée localement par les autorités administratives, tant est-ce qu'ils représentaient réellement, en termes de légitimité et légalité, l'État. Il s'agit de cela. Lorsque nous nous efforçons de créer des petits monstres, n'est-ce pas, dans nos villages et dans nos départements, en croyant qu'en se réunissant le week-end, qui dans son village, qui dans son département, qui dans sa région, on promeut le vivre ensemble, nous nous trompons. Le vivre ensemble, c'est le quotidien. Je me souviens à l'époque, quand nous étions encore tout jeunes, nous allions en colonie de vacances. Je me souviens la première fois que je suis allé en colonie de vacances, c'était à Obala. Et je me souviens, on nous a logés dans une caserne où nous nous retrouvions tous avec des enfants venus de partout dans le pays. Et ces colonies-là ont petit à petit disparu. Après les colonies de vacances, il y avait des camps de vacances, il y avait des sorties des scouts, et vous trouviez les enfants de tout le monde dans ces lieux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons laissé grandir une élite comprador qui s'est accaparée de la richesse nationale et qui aujourd'hui nargue le végon pécous. Ce n'est pas parce que c'est chez le président que les problèmes sont différents. Les mêmes problèmes, vous les trouverez à Bafoussam, vous les retrouverez à Kribi. Et on les a retrouvés dans un format exacerbé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais fondamentalement, c'est l'absence de vivre ensemble, ce malaise de voir qu'il y en a qui ont plus que ils devaient en avoir, et puis il y a le petit peuple qui traîne. Et un petit incident, bon, je ne dis pas que quand il y a un mort d'homme, c'est toujours dramatique, mais c'est quand même un incident qui aurait pu être localisé et géré localement. C'est parce que derrière ça, il y a beaucoup de frustration. Les gens ne sont pas enlevés comme ça pour aller casser les boutiques, parce qu'on leur a donné l'ordre. Quand ils voient à la télévision les émeutes à l'étranger, la première chose qu'ils remarquent, c'est que ceux qui n'en ont pas vont chercher chez ceux qui en ont. On casse les boutiques, on vole les télés, on vole de quoi manger, on vole de quoi s'habiller. Donc je pense qu'il faut cultiver le vivre ensemble chaque jour, chacun là où il est. Sambaka, est-ce que le vivre ensemble n'a pas mal dans sa peau au Cameroun avec ce qui s'est passé à Saint-Péléma? Oui, ben, tout simplement parce que le vivre ensemble est un décret qui vient du sommet de l'État. C'est pas une réalité. Non, le vivre ensemble se cultive là, à la base. Vous comprenez? Il y a 7 ans, j'ai commis un article pour le développement participatif où on imaginait une vraie décentralisation au Cameroun, où les communes seraient capables de faire des dortoirs. Parce que précisément, moi aussi comme le bâtonnier, j'ai connu ça, où des enfants partiraient de l'Est pour venir dans l'Nkam là, ou ailleurs, passer quelques semaines, connaître la culture du coin. Et comme le Cameroun est riche est une diversité culturelle, vous vous imaginez, après 15 ans, ce que sera un Camerounais, quelqu'un qui maîtrise son pays. Parce que pendant les vacances, précisément, il y a eu ces structures d'accueil. Ça, c'est dans le programme. Il faut que les communes soient capables de gérer des populations, de créer de la richesse. C'est ça qui est important. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est quoi? C'est que c'est tout le monde qui souffre. C'est tout le monde qui a des problèmes. Et il suffit d'une petite étincelle, d'un malentendu. Parce que quand on va vérifier après, on se rend compte que c'est d'un malentendu que nous vivons ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que celui qui a son terroir se dit, non, mais c'est parce que les autres sont venus, c'est pour ça que je ne peux pas. Bon, si on vous donne tous les benskins, toutes les motos qui sont là-bas, ça ne va pas résoudre le problème. Ce n'est pas là où se trouve le problème. Le problème, c'est dans ce dialogue permanent-là, qui nous manque. J'espère que comme on a lancé un il y a quelques semaines, ça va se poursuivre. Et ça doit se poursuivre. Ça doit se poursuivre jusque dans nos quartiers. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de bousiller quelque chose qui est une richesse. Cette diversité. Hein? Oh, il faut capitaliser. Bon, maintenant, la malgouvernance, pendant toutes ces années, cette décennie,
ont fait en sorte que, même partout au Cameroun, on souffre. C'est ça le véritable problème. Il ne faut donc pas... À Fumban aussi, il faut pas... aussi. Mais vous savez Hervé, moi je suis d'un Cam. Oui. Tout le temps, tu es en train de m'interroger sur Fumban. Pose la question, n'est-ce pas? Voilà. Très bien. Il te dira, parce que lui au moins, il est maire de Fumban, et il connaît mieux que moi ce qui se passe là-bas. Alors, néanmoins, pour terminer, j'aimerais dire, non, parce qu'il est toujours en train de me provoquer. Et très souvent, on m'interpelle par rapport à ça. On me dit, pourquoi tu laisses... Tu parles de malgouvernance. Donc, la malgouvernance, c'est elle qui nous a amenés à cette situation. Il suffit tout simplement qu'on répartisse le budget de l'État, qu'on donne aux collectivités territoriales ce qui leur revient, et que le peuple, justement, fort de cela, parce que lui, à ce moment-là, il vote, il contrôle, il sanctionne. C'est participatif. Ça veut dire que tout le monde est concerné. Et eux, ils ont intérêt à avoir des résultats. Le peuple de là-bas, de Saint-Mélima, parce qu'ils ont élu leur maire de manière participative, travaille avec eux. Si ça ne va pas, il le change. Et puis il met quelqu'un d'autre. C'est tout. Est-ce que c'est compliqué? Hervé, Emmanuel Kohl, on sort d'un grand dialogue national. Est-ce que l'idée d'un grand dialogue intercommunautaire n'est pas opportun également? Mais le bâtonnier l'a pertinemment dit tout à l'heure, il faut que les gens se parlent. Dans une famille, dans une communauté, les gens doivent se parler. Certains sont en train de créer des murs, de défiance, de méfiance, et avec le vocabulaire, c'est ça qui n'est pas bon. Parce que ça peut déboucher à des situations incontrôlables. Je voulais dire, ce qui s'est passé à Saint-Mélima, c'est un drame qui est à l'origine, mais c'est un fait divers. Et maintenant, il y a des politiciens qui, en mal de clientèle, veulent récupérer ou instrumentaliser. Moi, j'ai de la famille à MCC. Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'un boulot n'aime pas les autres. Il ne faut pas être excessif. Ce qui s'est passé, et ce qui se passe à Saint-Mélima, ce qui est grave, c'est la récupération par des politiques, et l'exercice vient d'être fait ici. On va dire que c'est parce que... On va dire que parce qu'il n'y a pas de bonne gouvernance, d'après M. Sambaka, qu'il y a eu des événements. Les criminels sont partout, même au paradis. Vous comprenez? Et donc, Charles a dit quelque chose de juste tout à l'heure. Il faut cesser de venir faire la danse autour d'un événement comme ça et lui donner un sens qu'il n'a pas. C'est quelque chose qui devait être arrêté par l'autorité locale, l'autorité de l'État, le préfet, à la limite le gouverneur, et faire cesser ce qui est à l'origine de cela, c'est-à-dire le banditisme. Ça existe ici, on vole les motos, on tue les gens, et on n'organise pas la battue contre un groupe et tout ça. Alors, vous essayez de dire que le tribalisme n'est pas une réalité au Cameroun? Non, attendez, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je vous pose la question. Je pose la question. Est-ce que le tribalisme n'est pas une réalité au Cameroun? Non, attendez. Il y a des situations qui sont de nature criminelle auxquelles on veut donner un sens tribal. C'est faux. Ce qui se passe à Saint-Mélima, c'est pas parce qu'il y a le tribalisme. Mais il y a des groupes qui ont mobilisé des jeunes, soit pour réparer le problème politique qu'il y avait eu quelque temps avant. Moi, je vous dis, j'ai de la famille à MCC. Il se trouve qu'en plus, c'est la grande chefferie. J'ai mes enfants qui sont de cette famille. D'accord? On ne peut pas dire que les Boulous sont tribalistes. Non, on ne peut pas dire. Mais il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder et qui, dans la réaction de la population demain, peuvent avoir un caractère tribal. Le problème de la représentation politique. Nous n'avons pas eu le temps aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a la loi du nombre, arriver quelque part et faire comme si c'était un endroit qui était un désert, qui n'est pas habité. Ces gens n'existent pas. Attention demain. Donc, à Saint-Mélima, c'était un problème de banditisme d'une catégorie de gens qui ont dans leur activité ne respectent pas les règles de la loi, n'est-ce pas? Mais maintenant, certains veulent donner un contenu politique. Vous comprenez ce qui s'est passé à Saint-Mélima? Et même moins grave, et même de même nature que ce qui s'est passé au Bala, et peut-être même moins grave que ce qui s'est passé à Izeka, et demain, ce qui peut se passer à Bangaonte ou à Bafouka. Il faut prévenir cette situation en renforçant les lois, en faisant par exemple que le discours tribal, alors là je vous réponds, devienne pénal. C'est-à-dire qu'on pénalise ceux qui tiennent ce discours. Quand vous allez faire une campagne électorale
et vous pensez que automatiquement vous aurez les électeurs Baham, vous êtes un tribaliste. Ok, d'accord. On termine avec vous. Non, non, j'ai besoin Oui, de ce que je veux dire, c'est que j'ai été à Saint-Mima avant-hier. J'ai assisté d'ailleurs à cette réunion qui s'est tenue. Mais le plus important, ce sont les conversations que j'ai eues avec les jeunes. Et ce qui me revenait. Parce qu'il ne faut pas partir du fait que c'est parti d'un incident et puis d'une rumeur qui a circulé. Voilà. Après l'assassinat du jeune Bellinga. Il y a eu une rumeur qui s'est propagée. Et j'ai aussi eu cette possibilité, n'est-ce pas, de rendre visite aux quatre blessés, parce qu'ils sont 4 en nombre, dans les hôpitaux. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il urge de solidifier, n'est-ce pas, notre vivre ensemble. Il urge de, je ne dirais pas rééduquer, mais il faut repartir dans ce système éducatif et revoir ce que nous mettons dans ce que nous allons appeler le partage. Je suis allé plus loin et puis là je vais rejoindre. Par là, on a oui, 30 secondes je suis allé plus loin et là je vais rejoindre. J'ai dit, nous devons passer du droit du sang au droit du sol au Cameroun. C'est très important pour l'avenir, n'est-ce pas, de notre nation. Et il faut renforcer évidemment les lois parce qu'on ne peut pas se permettre de tenir des discours qui vont dans le sens d'encadrer le tribalisme et même le communautarisme et puis croire qu'on est, n'est-ce pas, en train de construire un pays. Moi, je voulais dire tout simplement que cette affaire est partie d'une erreur, grossière erreur. Et on a pointé une personne. Et on a indexé cette personne d'étrangère. Or, il s'avère que c'était un problème entre des gens du même coin. Ce n'était pas une affaire des gens qui sont venus d'ailleurs. Donc, et ça a dégénéré comme celle-là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le mal-être, le mal-vivre et tout cela conditionne ce genre de choses parce que chaque fois que ça arrive, on veut toujours indexer quelqu'un. Ok, merci cher monsieur d'être venu, merci Hervé, merci monsieur Bâtonnier, merci à vous Serge Espoir Matomba à la rediffusion de ce programme. Ce sera d'abord ce soir quand il sera à 23h et puis ensuite demain à 23h pour la seconde rediffusion. Voilà monsieur, merci d'avoir regardé les programmes de Canal 2 se poursuivent juste derrière. La République Djambolaise prendra les commandes et puis vous suivrez en direct le match sur Canal 2 en direct de Bafoussam. Ce sera à partir de 15h. Madame, monsieur, il reste qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée à regarder les programmes de Canal 2. D'ici à la garder le sourire, bienvenue.